tout le monde a souffert dans cette crise et tout le monde continue à souffrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. Parce que les gens savent très bien qu'on les a menés par le bout du nez. Ils ont fait des choses à contre-cœur et contre leur gré. Alors, il y a une petite minorité qui est aujourd'hui convaincue que le vaccin a sauvé la planète, que les politiques ont sauvé le monde et tout. Tu parlais de chiffres, on ne savait pas les chiffres. Je pense qu'au grand maximum, les gens convaincus, c'était 20%, parce que en 2021, début 2021, ceux qui pouvaient se vacciner, il y en a au maximum 20% qui l'ont fait. Ça veut bien dire qu'il y a 80% des gens qui étaient réticents à ce truc-là. Salut tout le monde, merci d'être avec nous sur le magazine le plus libre de France et du monde. Probablement on est entre rebelles ici et on va parler de vrais rebelles qui ont vraiment lutté contre l'obligation vaccinale. Pour beaucoup qui n'ont pas suivi le sujet, la France est séparée entre ceux qui ont eu beaucoup à cœur de supporter les soignants suspendus qui ont depuis été réintégrés, et beaucoup de gens n'ont pas suivi que certains infirmières, pompiers, médecins, tout type de personnel de santé ont donné de leur vie et ont sacrifié leur salaire pour pouvoir justement montrer que pour pouvoir garder leur valeur, pour refuser à l'époque le pass sanitaire, pour refuser une vaccination qui était finalement obligatoire, parce que c'était une vaccination obligatoire déguisée. Et on va être là pour revoir ce qui qu'est-ce que vous avez vécu et comment aujourd'hui pour entretenir cette mémoire. Et ça n'est pas fini. Vous êtes là, Jean-Louis qui est avec nous, Jean-Louis Blondeau, que certains de nos lecteurs connaissent, qui est le fondateur du collectif Les Essentiels, qui les a pris en photo, qui a recueilli des milliers de témoignages de ces soignants suspendus, aujourd'hui réintégrés. Mais la réintégration ne veut pas dire que tout va bien. On avait fait une émission à François où j'étais à l'époque, et on voyait que certains étaient réintégrés en montagne, à 1 heure de route, en nocturne, dans des conditions abominables, avec des pressions de l'entourage. Donc voilà, j'arrête ma présentation, je vous donne la parole. Jean-Louis, pourquoi c'était important pour toi de faire cette émission aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, alors déjà, merci de nous recevoir. Je corrige un tout petit peu. Vas-y, quand tu as dit Jean-Louis a recueilli ceci. Moi, j'ai créé le collectif. On est 150 photographes sur l'ensemble du territoire et c'est un travail collectif. Beaucoup de témoignages ont été recueillis grâce à tous ces gens qui se sont rejoints au collectif. Donc c'est vraiment un travail commun. Pourquoi aujourd'hui on en reparle? Parce que contrairement à ce qu'on pense, le problème est loin d'être fini. Quand on dit beaucoup ont été réintégrés, je crois que c'est l'inverse. Il y en a assez peu finalement qui ont vraiment été réintégrés. Il y a eu des tas de choses, il y a eu des démissions, il y a eu des licenciements, il y a eu des gens qui se sont mis en disponibilité, il y en a qui ont quitté, qui sont partis en retraite. Et puis on oublie surtout tout le corps des libéraux. Parce que là, on ne parle pas qu'à nos lecteurs. On parle aussi à tous les Français qui ont suivi de loin l'actualité française en 2021-2022. Les gens ne comprennent pas qu'il y a eu des soignants qui ont été privés de salaire pendant 18 mois, finalement pour être réintégrés à la fin, finalement pour qu'aujourd'hui on a des rapports comme en Amérique où le rapport du Congrès américain qui est sorti il y a 2 semaines qui dit il y a eu une désinformation abominable sur la crise Covid. On en parlait hors micro, beaucoup n'ont pas vu que des médecins de plateau comme Martin Blachier avait dit finalement on a été trop loin sur la gestion de la crise sanitaire puisque les hôpitaux étaient saturés mais pas à cause du Covid. Donc il y a eu des mensonges abominables. Voilà, faut rappeler tout ça derrière et beaucoup de ces personnels de santé sont traumatisés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a aujourd'hui des gros traumatismes. Alors on parle des professionnels de santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'abord tous les corps associés du domaine médical, et puis il y a les sapeurs-pompiers, les militaires qui ont aussi, dont on ne parle pas puisque c'est la grande muette, mais qui a aussi beaucoup payé. Ils ont payé aussi l'addition de leur côté. Donc, alors pourquoi aujourd'hui? Pour d'abord se rappeler que c'est pas fini, loin d'être fini pour tous ces gens-là. 20 mois sans salaire, ça laisse des traces. Et puis on a surtout saisi l'occasion du livre qui sort là, le livre de Sabine, livre 12 juillet. Le gros avantage de ce livre, c'est que il est sous format BD. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée au début. Après, il y a 18 témoignages derrière. Sabine en parlera mieux que moi. L'idée, c'est de montrer dire que ce livre existe, que c'est un bon moyen, je pense,
d'aujourd'hui d'ouvrir le débat, parce que ce que je constate en tout cas au quotidien, c'est que c'est toujours aujourd'hui un sujet tabou. Le vaccin, évidemment, mais la condition des suspendus, on n'en a jamais parlé et on ne veut toujours pas en parler, surtout pas. Et donc c'est de ça qu'on voudrait... Et donc là, toi qui, aujourd'hui, on a monté une petite équipe finalement de ces soignants suspendus. Certains ont repris dans leur ancien travail, certains sont entre les deux. Sabine nous en parlera, donc c'est Creatura que vous voyez sur son alias, son pseudo justement sur ce livre que vous pouvez trouver. Si on arrive à sortir, peut-être que là, au moment où vous voyez la vidéo, on est avant Noël, n'hésitez pas à le donner en idée de cadeau, ça peut être très bien. Déjà, on en parlait aussi hors micro pour libérer la parole, pour commencer le débat en fait en famille, pas forcément pour essayer de convaincre les gens, mais déjà pour essayer de favoriser l'échange. Alors, ce qu'on a voulu, c'est que participe à cette émission quelques-unes des personnes qui ont témoigné, pas toutes parce qu'il y a 18 témoignages. Il va y avoir Florie, qui vous racontera son histoire. Il va y avoir Cécile, qui est pompier. Alors Florie, raconte-nous son histoire avant qu'elle arrive. Je pense qu'elle le racontera, mais juste pour introduire pour les gens. Florie était infirmière libérale dans le Pays Basque. Elle a été obligée de cesser son activité. Elle a créé une association pour aider aussi pas mal de suspendus dans le coin. Et aujourd'hui, elle est reconvertie finalement pas par choix, parce que je pense qu'elle aurait bien continué comme infirmière. Elle a continué le travail alimentaire qu'elle avait pris à l'époque, et elle attend, là, c'est ce qu'elle nous a dit au micro, elle attend de retourner à l'hôpital ou... Enfin non, pas à l'hôpital, puisqu'elle était en libéral, mais si les choses s'inversent, pour l'instant, ça n'en prend pas la tournure. Donc, tout à fait. Voilà. Et Cécile est pompier. Cécile est pompier, donc elle a réintégré la caserne, elle vous en parlera aussi mieux que moi. On n'a pas assez de place sur le plateau, mais elles arriveront juste après. Et puis il y a Sabine, évidemment, qui racontera son histoire. Et donc Cécile, elle, a pu retourner en caserne. Oui. Et apparemment, je crois que ça s'est assez bien passé, par rapport à d'autres. Les conditions étaient moins dures, mais on a eu des cas, beaucoup de soignants nous ont témoigné à nous les collectifs, le collectif Les Essentiels, ils ont beaucoup témoigné, en fait ils appellent ça la désintégration, c'est-à-dire c'est vraiment la mise à mort finale, quoi. Ils attendaient à être au moins accueillis, certains rêvaient d'une reconnaissance de leur souffrance, de l'endroit et tout ça. Ça, évidemment, il n'y en a pas eu. En fait, ce qui est terrible dans cette crise, c'est qu'il n'y a pas eu aucune réparation, aucune reconnaissance, rien du tout. Il y en a qu'on appelle le vendredi pour vous dire tiens, tu reprends lundi. Après 20 mois de suspension, mais 20 mois, c'est-à-dire 20 mois sans... On ne leur a pas dit au départ, ça va être 20 mois. Au départ, on parlait de 2 mois, comme ça. Et puis, ça a traîné. Et quoi, on attendait quoi? Que ces gens crèvent et un jour, comme ça, on les appelle comme s'ils étaient partis le week-end d'avant, quoi. Parce que le pass sanitaire s'arrête en milieu 2022, mais la réintégration des soignants n'arrive que près d'un an plus tard. Oui, c'est ça. Sabine, pardon, j'ai du mal, j'ai envie de vous appeler Céline. Merci d'être sur le plateau. Creatura, c'est votre nom d'auteur. Comment, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à dire aujourd'hui, 1 an et demi après cette réintégration? Ce qui est le plus important pour moi, je n'ai pas réintégré. Moi, j'ai quitté le monde médical définitivement. Pour moi, la vaccination obligatoire, c'est un non-retour acté. Je ne peux pas retourner sur les lieux du crime, en gros, pour faire... Alors que c'était votre vocation avant? Ça faisait 24 ans que je travaillais à l'hôpital. J'ai travaillé 20 ans comme préparatrice en pharmacie et 4 ans ensuite comme secrétaire médicale. Donc tout ça à l'hôpital. Il me semblait que j'étais un bon élément et d'un coup, je suis devenue... on me l'a pas fait sentir. Non, c'est même pas comme ça que je veux le dire. C'est que d'un seul coup, j'étais plus rien. Sur le papier, j'étais plus rien. Et j'en avais parlé un petit peu à ma cadre avant le 15 septembre en lui disant, mais j'étais allée la trouver. J'ai essayé de trouver des endroits pour trouver des solutions, quoi. Donc j'ai à peu près tout fait. Mais la cadre, je me souviens d'une conversation avec elle. Elle m'a dit, effectivement, je comprends ton désarroi, je comprends que tu n'aies pas envie, c'est ton choix. Maintenant, tu sais dans quoi tu t'engages. Nous, on ne pourra rien pour toi, quoi. Donc voilà. Oui, les ordres venaient d'en haut, quoi. Ah oui, voilà, clairement. Voilà, et puis tout le monde s'est déchargé, parce que j'ai tout fait, moi. J'ai vraiment... j'ai pris le 12 juillet comme une grosse claque.
Ça a commencé par une. Alors le 12 juillet, pour ceux qui n'ont pas suivi, le 12 juillet 2021, vous parlez. Oui, le 12 juillet 2021, pardon. Oui, pour moi, c'est un peu comme un tsunami, donc il n'y a même pas besoin de date. Pour moi, c'est évident, le 12 juillet, c'est le jour où Macron a fait l'annonce. Et ça a été un tel choc. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, il faut expliquer. Hein, c'est le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il y en a qui Emmanuel Macron annonce donc le fameux pass vaccinal et en profite pour ajouter que les soignants, donc attention, je précise aussi parce que ça c'est important. C'est le monde médical en général et le monde paramédical. Donc ça englobe énormément de professions. Il y a des cuisiniers qui travaillaient à l'hôpital. Si tu n'étais pas vacciné, tu étais suspendu. Des cuisiniers, des gens qui faisaient l'entretien en EHPAD, des extérieurs paysagistes. Tu pouvais être suspendu. Donc il suffisait juste de travailler, même si ton métier n'avait absolument rien à voir avec le médical, à partir du moment où tu avais un pied. Donc, c'est les soignants. Il y avait des personnels de ménage, voilà, etc. Exactement. Donc, après, en fait, il a annoncé l'obligation vaccinale. Oui. C'est-à-dire que tous ces personnels-là, 12 juillet, on leur a dit si au 15 septembre, vous n'êtes pas vacciné, vous êtes suspendu. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 mois pour décider ce qu'ils voulaient faire de leur vie, finalement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Alors là, moi, quand on en parlait avec Jean-Louis, il y a énormément d'histoires de harcèlement pour ceux qui ont repris. Vous parliez vous avez dit le crime. Vous ne pouviez pas retourner sur les lieux du crime. Qu'est-ce que ça dit du trauma, justement, aujourd'hui, de ce que vous avez vécu ? Ça dit que ça a été vraiment hyper violent, qu'on le veuille ou pas. Après, pour beaucoup de gens, je pense qu'on a vécu ça chacun avec nos armes, quand bien même on était armés. Enfin, moi là, je l'étais pas. Hein. J'étais engagé sur un projet de vie où j'avais une maison à crédit, pas d'argent de côté. La suspension s'envisageait pas, quoi. Donc pour moi, je me souviens un soir avant le 15 septembre, j'ai raccroché ma blouse en me disant je sais que ma blouse, je la dépose là et je passe la porte de l'hôpital et j'y remettrai plus jamais les pieds. Je savais pas ce que j'allais devenir, je savais pas où j'allais, mais je savais que c'était fini avec l'hôpital, quoi. C'était un vrai traumatisme. Donc après, faut se remettre de ça. Je sais plus où on partait. C'était quoi votre question ? Non, ma question c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous à transmettre ? Moi, je suis là pour vous ouvrir le micro et entendre votre témoignage. Et j'ai entendu que vous aviez parlé de crime. Oui, donc voilà, c'est un vrai traumatisme. Et alors, même si la réintégration, quand bien même les gens ont pu réintégrer, parce que quand on a 20 mois de suspension. On imagine bien que les gens, ils attendent pas dans leur fauteuil qu'on leur dise vous pouvez repartir travailler. On pense à d'autres projets de vie, il se passe plein de choses. Donc je pense que les gens réellement qui ont été rappelés pour réintégrer, il y en a finalement très peu, parce que les gens ont pris ou des disponibilités et sont finalement partis à l'issue, ont finalement... comme moi, on est parti, on a démissionné. Moi, j'ai quitté définitivement le monde de l'hôpital pour... Sûr de ne pas y retourner ? Ah oui, non, c'était définitif. Et pourtant, c'était pas un souhait de ma part de quitter l'hôpital. Hein. Ça faisait pas partie de mes objectifs de vie. Mon objectif de vie, c'était de rester là où j'habitais à ce moment-là, au Pays Basque, et d'y faire ma retraite. Donc, Et là, vous ne pouvez pas y retourner parce que pour vous, finalement, ça dit quoi ? C'est que c'est un système dans lequel vous ne croyez plus du tout, système de santé ? Ah, mais exactement. Okay. Non, et puis, ça a été violent, mais ce qui a été... je sais pas comment dire, mais c'était tellement dingue aussi ce qu'on a vécu en amont, parce que ça se limite pas au 12 juillet où on nous a dit la vaccination obligatoire, on n'était pas d'accord. Moi, en tant que soignante, j'étais secrétaire médicale à l'époque, mais j'ai quand même travaillé 20 ans comme préparatrice en pharmacie. Bon, bref... moi, ce qui m'a complètement dépassée, c'est toute la période avant l'obligation vaccinale. On a quand même eu 1 an et demi de folie douce avec le Covid, les confinements, d'interdire les gens de venir à l'hôpital. Donc moi, déjà, ce qui m'a grandement posé question, dans un hôpital de 4000 employés, ce qui n'est pas rien, 450 médecins, on s'est retrouvés au chômage technique pendant le confinement. Je rentrais le soir à la télé et je voyais que l'hôpital était sans dessus dessous, et nous, on n'a jamais aussi peu travaillé.
on a aussi peu travaillé qu'au bout de 3-4 semaines qu'on a récupéré du retard, parce que quand on travaille à l'hôpital, on est quand même, normalement, on est toujours à fond, on est toujours à 200% à l'hôpital. Là, je n'ai jamais vu l'hôpital là où je travaillais, donc je répète, 4000 salariés, c'est pas un petit hôpital, mais nous étions... Alors, je pense que je peux aborder le sujet maintenant, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan Orson Reb. Nous, on faisait partie du plan deuxième ligne, en fait. Un hôpital qui devait seconder les 33 hôpitaux qui étaient en première ligne. Et donc, ces hôpitaux, nous, on était en attente de la vague. On nous a fait vider, moi, au laboratoire où j'étais, on nous a fait déprogrammer tous les patients qui avaient des rendez-vous. Donc on est passé, par exemple, pour vous donner une idée, on recevait environ entre 40 et 50 patients par jour au laboratoire. Et là, on est passé à 0. On a dit, vous déprogrammez tout, vous appelez les patients, il ne se passe plus rien à l'hôpital. Parce qu'on rappelle que c'est... Oui, c'est hyper important. Non, pas du tout. Au contraire, j'allais dire que c'est hyper important ce qu'elle vient de dire, parce qu'on nous a montré en boucle les images des hôpitaux surchargés. Exactement. Et tous les gens, aujourd'hui, quand on en parle, ils disent... Moi, quand je parle de trucs, ils me disent « Mais tu sais, il y a des gens qui sont morts du Covid. » Ah bon, sans blague. Oui, il y a des gens qui sont morts du Covid, d'abord parce qu'on ne les soignait pas, mais surtout, c'était toujours les mêmes images qu'on voyait en boucle. Ce qui est intéressant, notamment dans ce livre, c'est qu'effectivement, il a l'aspect BD un peu comique, mais ce ne sont que des faits. Moi-même, j'ai découvert le plan Orson Reb à travers le livre, mais en fait... Agnès Buzyn, dans son livre, elle est tout contente de s'en vanter. Elle ne voit pas l'absurdité du système. L'absurdité du système, c'est qu'il y a 2200... Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à l'époque. Qui était ministre de la Santé, et c'est elle qui a fait l'interdiction de l'hydroxychloroquine. On passe sur elle parce que ce n'est pas un sujet intéressant. Le plan Orson Reb, plus de 2200 établissements censés sur toute la France. Il y en avait 33 qui étaient dédiés au Covid. Alors effectivement, il y avait et pour cause, ils étaient submergés. Tu parles, en temps de grippe déjà, tous les ans, tous les hivers, les hôpitaux sont submergés. Mais là, on dit à tous les autres hôpitaux, vous bougez pas. Il y en a 33 sur toute la France qui sont chargés d'intervenir. Et quand on sera surchargé, on se repliera sur vous. Le repli, d'ailleurs, la plupart du temps n'a pas été fait. Moi, j'ai des tas de témoignages qui corroborent ce que dit Sabine, des tas de gens qui étaient dans les hôpitaux vides ou dans les établissements de santé vides. Et à côté de ça, il y a l'inverse qui corrobore aussi ce que dit Sabine, c'est que dans ces 33, ils étaient hyper débordés. J'ai recueilli hier un témoignage qui m'a fait mal aux tripes, une soignante infirmière de nuit, qui nous disait, voilà ce qui s'est passé en 2020, mars 2020 et les mois qui ont suivi. Je ne parle pas de la maltraitance qu'il y a eu, dont Sabine parlait avant, où on sait depuis des années que les hôpitaux sont surchargés. Elle nous dit, moi j'étais dans un service, 5 infirmières de jour, moi j'étais infirmière de nuit. La nuit, il y en avait une infirmière avec une aide-soignante. La journée, 5 infirmières et le nombre d'aides-soignantes qu'il faut. Mais il y avait le même nombre de patients, c'était les mêmes patients qui étaient là le matin, on ne les sortait pas le soir. Donc elle se retrouvait toute seule la nuit à gérer ce que devaient gérer 5 infirmières, sans médecin, parce que dans la journée les médecins sont là, mais la nuit terminée. Et donc quand il y avait des cas critiques, des gens qui étaient sur le point de mourir, c'était à elle toute seule de décider « Ah ben c'est celle-là que je vais sauver et c'est pas l'autre ». Et aujourd'hui, elle en pleurait, la fille, en parlant. C'est une souffrance, c'est une maltraitance, c'est indigne. Elle a fait le travail qu'aurait dû faire une équipe et qu'aurait dû faire un médecin. C'est sur elle que ça retombait. Et puis le lendemain matin, s'il y avait un truc qui avait été qui s'était mal passé, eh ben on lui reprochait à elle. Elle avait pris telle décision, alors que c'était pas son boulot. Donc cette maltraitance-là, on l'a eu multipliée dans je ne sais combien d'hôpitaux. Tout ça, on n'en parle pas. Et pourquoi on dit... Alors, je préférais revenir sur le présent. On a beaucoup traité le passé. Donc, je pense que nos lecteurs non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que les dégâts psychologiques dont on parle, c'est maintenant qu'on les récupère et c'est cela. Ces dégâts psychologiques, ils viennent de là. Ils viennent de la maltraitance d'avant. Ils viennent du fait que ces gens, ils ont été applaudis en mars 2020. Un an après, on les jette. Sur des mensonges d'État, parce que je me rappelle que tous vaccinés, tous protégés, c'est un mensonge d'État. Exactement. Alors, dans le présent, revenons sur Sabine. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette reconversion ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à dire dans ce que les gens ne voient pas de ces personnels de santé qui ne retournent pas dans leur milieu initial ?
Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a tous changé nos façons de vivre. On était, je pense, tous plus ou moins pris dans le système du consumérisme et puis d'aller bosser, Et c'est vrai que là, tout ce qui s'est passé, ça nous a fait réfléchir à nos modes de vie. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers des choses qui nous plaisent et qui nous laissent indépendants surtout. Moi, je veux plus jamais être dépendant de qui que ce soit, en fait. Moi, pour moi, m'entendre dire par Macron qu'il fallait que je me fasse injecter un truc, mais je lui ai dit, mais t'es qui toi en fait? T'es qui pour me dire ça? Et surtout quand on voit comment ils ont géré la crise comme des... Enfin, c'était nullissime, ils ont été nuls, ils nous ont balancé des lois plus absurdes les unes que les autres, et après ils veulent que je m'injecte un truc, mais ça va pas les gars ou quoi? Enfin non, donc moi Donc c'est être indépendant aujourd'hui pour ne plus jamais être soumis potentiellement par les autorités. Exactement. Et là, ma façon de vivre aujourd'hui, c'est effectivement, j'ai acheté une maison dans la Creuse, donc j'ai quitté le Pays Basque que j'aimais tant. J'ai quitté mes amis, je me refais une vie. Mais j'essaye d'être le plus autonome possible, donc j'ai une maison, j'ai mon potager, enfin je sais pas, c'est bizarre, mais en fait ça m'a fait complètement flipper ce truc de me dire mais waouh, la société, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir? J'aimais pas du tout la société là pendant le Covid, moi ça m'a rendu vraiment dingue quoi. Puis alors le coup d'assommoir final, la vaccination obligatoire, je me suis dit non mais là je me barre, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer au fond des bois en fait. Vraiment, non mais vraiment, ça m'a fait péter un plomb le Covid. Et pas seulement la vaccination, c'est tout ce qu'il y a eu avant quoi. Oui, parce que c'est pour les gens qui n'ont pas suivi justement cette affaire-là, j'aimerais qu'on fasse cette émission pour eux. Ceux qui ont suivi connaissent bien et suivent toujours les soignants suspendus, mais ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait à l'époque, effectivement, on critiquait beaucoup le fait d'avoir dit aux gens restez, quand vous avez le Covid, ne venez surtout pas à l'hôpital, restez chez vous. Et en fait on n'a pas soigné en France, c'est ça qui est abominable. On dit il y a eu des morts du Covid, le Covid était une épidémie abominable, c'était une épidémie, c'était une maladie qui était bien présente, mais qui a été traitée par les autorités sanitaires d'une manière complètement médiocre. Et il faut rappeler, on dit que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le truc le plus grave. Ce qu'on a entendu tout le temps, tu parlais du traitement médiatique, où on disait les hôpitaux sont saturés. Tu demandes à n'importe quel médecin, à n'importe quel personnel d'hôpitaux, les hôpitaux ont des objectifs de saturation. Un hôpital qui n'est pas saturé, mais même avant le Covid, un hôpital qui n'est pas saturé, on va fermer des chambres d'hôpitaux ou on va fermer des chambres, on va fermer des services, puisque ça veut dire que si on ne reçoit pas tant de patients, c'est pas grave que l'hôpital soit un peu plus vide ou un peu plus dénué de matériel. C'est ça qu'il faut comprendre, donc c'est vraiment horrible. Ouais, il faut d'autant plus le comprendre, effectivement, tu as raison de t'adresser aux gens qui n'ont pas suivi tout ça, c'est que le résultat de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on a perdu encore des soignants dans un système de santé qui était exsangue, qui manquait déjà de soignants, qui manquait de lits. On a fermé, il ne faut pas oublier qu'on a fermé, je crois, 5700 lits pendant les 2 ans de Covid. On aurait dû en ouvrir 50 000, on en a fermé 5007. Cherchez l'erreur. Entre-temps, il y a je ne sais combien de personnels de soignants et des domaines assimilés qui ne reviendront plus jamais dans le système de santé. Et on perd... Comme Sabine, ce sont des médecins en qui on pourrait... n'importe quel... Oui, bah, il y a des médecins parfois, il y a eu des neurologues qui ont été... C'est des chirurgiens ou tout type de personnel, tu as envie de les avoir en tant que médecin, en tant qu'infirmière, parce que ce sont des gens en qui on peut avoir confiance. Il ne faut pas oublier que c'est essentiellement un métier de vocation, parce que les salaires des métiers de la santé, c'est pas ça qui fait, à part les médecins, et c'est pas ça qui attire les gens dans cette profession. C'est vraiment le prendre soin des autres, c'est un métier vocation. Et ces gens-là qui prennent soin des autres, c'est ceux-là qu'on piétine et qu'on détruit. Mais moi, j'insiste surtout sur l'effet que ça a sur la population. Aujourd'hui, les déserts médicaux s'amplifient de plus en plus. C'est pas par hasard. Et on continue et on décourage aussi les étudiants. Il y a de moins en moins de gens. Les métiers de la santé, ils font plus tellement rêver aujourd'hui. À part le gars qui va être médecin pour des questions financières.
Mais ceux qui ont vraiment la vocation, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur aujourd'hui, c'est pas très actif. Et il y a cette loi du 5 août qui est là, qui est toujours pas abolie, qui est comme une épée de Damoclès. Et les gens savent que demain, ça peut encore frapper. Au téléphone, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient voir ton collectif des Essentiels, puisqu'il y a énormément de soignants suspendus qui sont dans une misère financière abominable. Comment est-ce que ça de qui est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu peux les aider? Comment leur situation se fait? Ce sont des gens qui n'ont pas retrouvé de travail? Comment ça se passe? C'est des gens, oui, la plupart, ceux qui sont aujourd'hui au fond du trou, c'est des gens qui ont pas retrouvé du travail, qui ont certains tout perdu. Il y en a qui ont refusé de retourner en hôpital ou tout ça qui ont refusé parce qu'ils pouvaient plus. Enfin, c'est ce Comme qu'exprimait Sabine, c'est tout à fait, c'est ça, quoi. Ouais. Comment retourner dans un système qui vous a écrasé, maltraité. Enfin, on aide essentiellement au départ par des soutiens financiers. On a lancé plusieurs appels aux dons qui ont apporté et on a pu aider grâce à ça les soignants. Alors c'est quelle population, quels soignants? Parce que certains ont été réintégrés, j'imagine qu'ils n'ont pas besoin d'aide financière. Alors ceux qui sont réintégrés, aujourd'hui bien sûr ils s'en sortent. Ce sont les autres, toute population. Hein. Ça va de l'aide-soignante, brancardier, jusqu'aux médecins. On a des médecins. Tiens, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai un médecin qui a fait appel à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, elle vit dans son camion. Elle était médecin, cette dame. Elle a dû vendre son cabinet. Elle a dû déménager. Alors, elle était quoi? Elle était cabinet en libéral, médecin généraliste. Elle vit dans son camion. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, elle arrive à vivre parce qu'elle elle vit avec des besoins minimums. Aujourd'hui, elle vient de trouver un logement social. On l'aide financièrement. Mais voilà où on en est, quoi. Elle n'a pas pu rouvrir après la fin de l'obligation vaccinale des soignants? Alors, je pense qu'elle aurait pu, mais elle est dans un état de rejet du système tel qu'elle ne veut absolument plus rentrer dans ce système-là. 80% des soignants suspendus, anciennement suspendus, qui sont comme ça, finalement. Comme c'est bien. Et donc, vous faites médecin, 10 ans d'études, ce que vous voulez, une vocation, au service des patients. Et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est nous qui allons le payer, nous, patients, c'est vous tous. Les gens se disent c'est le cas des suspendus. Non, le cas des suspendus, c'est notre problème à tous. D'abord, sur un plan humain, c'est pas acceptable de laisser crever des gens sans leur tendre la main. Oui, parce que si demain, je veux un médecin d'un point de vue purement... et qui a le courage de s'opposer justement à des politiques qui sont largement influencées par l'industrie pharmaceutique, je vais plus pouvoir trouver de ces soignants-là, puisque les gens sont partis comme fleuris dans une boulangerie ou dans d'autres vocations. Voilà. Après, j'ose espérer qu'ils ne sont pas tous corrompus et qu'il y a eu des gens de bonne foi, et je pense qu'il y en a plein. Et c'est aussi ce qu'on voulait un petit peu aussi, c'est si on pouvait enfin peut-être arriver vers une réconciliation des vax et des non-vax, parce que il y a eu tellement de tensions, de clivages, ça a été hyper douloureux, et on s'aperçoit qu'on continue encore. En fait, c'est encore là, quoi, le truc. Alors qu'en plus, moi, à la base, j'étais pas anti-vax, donc déjà, ça, c'est insupportable. Mais sans parler de cette étiquette, je pense qu'il va falloir que les uns et les autres, on fasse un pas les uns vers les autres. Parce qu'il faut quand même bien se dire aussi que dans les gens qui n'ont pas été suspendus, il y en a aussi une grande partie qui l'ont fait, mais par obligation pure. J'aimerais vraiment, et ça on n'aura jamais le chiffre, mais j'aimerais savoir le nombre de personnes, le nombre de soignants qui ont fait l'injection par conviction. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je travaillais à l'hôpital au moment où la vaccination est arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout début janvier, on a dit priorité aux personnes âgées et aux soignants qui sont sur le terrain pour la vaccination. Donc au mois de janvier, c'est-à-dire avant le mois de juillet, ça fait 8 mois avant le mois de juillet, très peu de gens sont allés de leur plein gré alors que le vaccin était disponible pour les soignants. Mais très peu de gens sont allés de leur plein gré. On ne l'attendait pas, le vaccin. On a tous chopé le Covid une ou deux fois. Enfin, on s'est bien rendu compte qu'on n'en mourrait pas aussi facilement que c'était annoncé.
personnellement, moi, j'ai connu personne dans mon entourage qui est décédé. C'était pas rare, tout le monde l'a chopé, le Covid. On n'avait pas envie de se faire vacciner. Donc, quand il y avait des médecins qui, 3 mois après le début de la suspension, le 15 septembre 2021, je crois, 3 mois plus tard, je voyais des médecins, nous qui travaillons beaucoup sur le sujet, on en voyait, qui étaient suspendus et qui ne demandaient qu'à attraper le Omicron, je crois, à l'époque, pour pouvoir retourner travailler pendant quelques mois. Parlons-en. Moi, j'ai connu ça. C'est ça aussi. Si c'est pas dingue, cette période de fou quand même qu'on a vécue au 12 juillet, le challenge, c'était effectivement d'attraper le Covid, parce qu'on savait que si on avait eu le Covid, on avait un certificat de rétablissement, donc on pouvait aller travailler sans vaccination pendant 6 mois. Après, ça a été 4 mois ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, on en était là quand même, essayer de se contaminer les uns les autres. Donc, dès qu'il y en avait un qui avait le Covid, on s'appelait pour faire... voilà, alors où c'était des soirées coton-tige ou des soirées apéro. Non, mais et là, on se dit, mais voilà, le monde est débile, quoi. Et c'était fou, on en était là. Les gens préféraient choper le Covid que de se faire vacciner. Donc c'était incroyable. Et tu parlais d'échanger, tu parlais de justement il faut retrouver de l'échange. Nous, c'est ce qu'on veut à Nexus, c'est donner des clés pour que les gens puissent plus échanger que juste de produire de la connaissance. C'est finalement on vit des trucs tellement ubuesques qu'on n'a pas besoin d'aller très loin dans les idées, mais aujourd'hui les gens, et notamment pendant la crise sanitaire, on l'a bien vu, les gens n'arrivaient pas à dialoguer, prenaient tout de suite, on en parlait hors micro, on va tout de suite à l'extrême d'un camp comme de l'autre, de nos lecteurs ou de n'importe quel... Tout le monde définit son opposant par l'extrême, c'est-à-dire par les radicaux. Lui, ce complotiste, il pense ça, ce non-dissident, il pense, il va... Il n'y a plus de dialogue. Et là, tu as parlé que ce livre, tu voulais que ça déclenche justement des discussions. Comment est-ce que tu abordes cet échange, justement ? Eh ben, ce livre, je pense qu'il a la particularité d'être réaliste, donc aussi bien émouvant et en même temps drôle, mais drôle, on va dire, de par les situations, parce qu'en fait, je n'ai fait que croquer des situations qu'on a pu vivre ou à l'hôpital ou en tant que citoyen. Ça va parler à tout le monde, parce que ça raconte ce qu'on a vécu à l'hôpital pendant le confinement, pendant les suspensions. Et donc, a priori, c'est pas drôle, mais ce qui les rend drôles, c'est quand on y réfléchit, l'absurdité de toutes ces lois, en fait. Et si le bouquin est drôle, c'est parce que les lois étaient débiles, en fait. Et c'est ça qui rend les situations grotesques et bon, parfois un peu cyniques, parfois dramatiques. Et donc chacun se retrouvera dans ce bouquin. On voit Gérard qui porte son masque en dessous du nez et qui joue à la pétanque et qui se fait engueuler par son collègue parce qu'il porte pas son masque, et l'autre il lui répond mais je suis vacciné, on s'en fout, quoi, en gros. Et on en a tous connu des Gérard, et on a tous été même un Gérard à un moment donné. Je crois que le masque mis en boule dans la bagnole qu'on récupère 15 fois pour aller au supermarché. Enfin voilà, on s'aperçoit que tout ça c'était une vaste... un cirque, quoi, je sais pas comment on dit d'ailleurs le terme, une vaste fumisterie, ouais, je crois, on peut dire le mot. Et puis on a tous joué un rôle là-dedans, citoyens, soignants aussi. Il y avait une espèce d'omerta, de non-dit. Enfin, nous quand on voit que les soignants appelaient à ne pas se rendre à l'hôpital, c'était dingue, parce qu'il y avait un espèce d'engouement général qui était pas normal, et j'ai encore perdu le fil. Je crois que t'inquiète pas, c'est comme là c'est une discussion, comme si il n'y a pas les caméras, il n'y a rien, on est juste entre nous là. Non, c'est intéressant, c'est très bien, donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Ce qui est important, tu peux raconter comme tu le ressens. Ouais. Mais si tu veux, vas-y, Jean-Louis. Non, mais ce que tu disais, pour moi, le maître mot de tout ça, c'est vraiment la réconciliation. Oui. Il faut comprendre que les soignants, c'est ceux qui ont le plus été maltraités, mais alors de façon ignoble, mais tout le monde a souffert dans cette crise et tout le monde continue à souffrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. Parce que les gens savent très bien qu'on les a menés par le bout du nez. Ils ont fait des choses
à contre-cœur et contre leur gré. Ouais. Alors il y a une petite minorité qui est aujourd'hui convaincue que le vaccin a sauvé la planète, que les politiques ont sauvé le monde et tout. Tu parlais de chiffres, on ne savait pas les chiffres. Je pense qu'au grand maximum, les gens convaincus, c'était 20%, parce que en 2021, début 2021, ceux qui pouvaient se vacciner, il y en a au maximum 20% qui l'ont fait. Ça veut bien dire qu'il y a 80% Exactement. de gens qui étaient réticents à ce truc-là. Alors dans les réticences, il y avait plus ou moins plusieurs degrés. Pourquoi ils étaient réticents? Essentiellement parce qu'on oublie de le rappeler que c'était un vaccin expérimental, et ça jamais on le dit et jamais les grands médias le sortent. Mais si en 2021 on avait dit aux gens, on a un traitement expérimental ici, est-ce que vous voulez y aller? Personne n'y serait allé. Peut-être un ou deux. Bon. Et alors la maltraitance, aujourd'hui, elle est là. Tous ces gens, les soignants l'ont subi, les suspendus l'ont subi, mais l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, les gens restent bloqués. Le gouvernement et tous ces politiques ont voulu nous diviser. Il faut que nous, on essaye de se réunir autour de ces thèmes qui sont cette maltraitance qu'on a tous subie et qu'on continue de subir. Les suspendus à leur manière, les gens par le système dont je parlais, la destruction du système de santé qui va de pire en pire et dont on est les premiers à payer les pots cassés, et on continue à payer des impôts pour tout ça en plus. Et on va nous faire payer la facture des absurdités qui ont été faites de tous ces vaccins, de tous ces trucs. Et aujourd'hui, on va vous dire, on a fait ce qu'on a pu. C'est nous qui payons ça et c'est nous qui subissons. Il faut aujourd'hui que tout le monde se réconcilie et accepte de se parler. Je pense que ce livre est un très bon moyen de le faire. Merci pour ça. Est-ce que tu as une dernière anecdote sur quelqu'un qui n'a pas pu venir, n'importe qui, de ce que tu as vu depuis anecdote, j'en ferai pas parce que j'en aurai 50. Je veux juste rappeler un truc qu'on n'a pas dit ici. Ce livre, Créatura et tous ceux qui ont témoigné ont renoncé à leurs droits d'auteur, et ces droits d'auteur, ils vont au syndicat Liberté Santé qui travaille depuis le début à aider les suspendus. Et donc, en achetant ce livre, non seulement on s'informe et ça permet d'ouvrir le dialogue, mais c'est faire d'une pierre deux coups. C'est d'une certaine manière, on continue à aider toutes ces personnes-là au travers du syndicat Liberté Santé. Merci à vous deux d'être venus. On accueille maintenant Cécile, pompier, et Florie. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la magie du montage. Vous êtes maintenant avec Cécile et Florie, qui nous rejoignent. Cécile qui est pompier depuis plus d'une vingtaine d'années, et Florie qui donc... Alors vous m'avez dit, donc vous n'êtes pas reconverti, vous travaillez en boulangerie, mais en fait vous pouvez peut-être du jour au lendemain retourner en hôpital. Donc voilà, on laisse aussi parfois les gens dans un entre-deux. Florie, commencez, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à dire? Moi j'étais infirmière libérale, donc j'étais diplômée depuis 14 ans, et à l'annonce de l'obligation vaccinale, donc j'ai dû arrêter. Donc j'ai fait une cessation d'activité et j'ai fait des petits boulots pour pouvoir payer mon loyer, voilà, etc. Et effectivement, j'ai trouvé du travail dans une boulangerie. Donc j'étais très contente d'être si bien accueillie en fait, parce qu'on a quand même vraiment beaucoup été maltraités puis méprisés. Et on était devenus presque parano en fait. Dans les boîtes d'intérim, j'avais pas beaucoup de travail et je comprenais pas pourquoi, parce que il paraît qu'il y a beaucoup de travail, mais moi j'étais jeune, en bonne santé et compétente en plus. Ah, ils allaient même jusqu'à de la discrimination dans les boîtes d'intérim. En fait, c'est ça qui était assez choquant. Je pense que du coup, on avait comme une étiquette de récalcitrant, parce qu'on avait été capable d'aller jusque-là. Et du coup, ça fait peur. Et par contre, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'on était nombreux. Parce que quand j'ai appelé le Pôle emploi, je leur ai dit, écoutez, je m'inscris au Pôle emploi, je ne vais pas toucher le chômage puisque j'étais infirmière libérale. Comme les suspendus, je n'avais pas le droit au chômage, bien sûr. Bien sûr, je dis bien sûr, mais ce n'est pas du tout normal. Et la dame qui m'a eu au téléphone me dit, mais c'est parce que vous n'êtes pas vacciné. Et je fais, excusez-moi, pourquoi vous dites ça? Vous savez que je ne suis pas vaccinée ou qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, pas du tout. C'est parce que vous êtes nombreux, en fait, soignants à avoir postulé, vous êtes inscrits au Pôle emploi, là, ces dernières semaines, quoi. C'est intéressant que vous disiez nombreux, je me permets de couper, mais parce que moi, à l'époque où on cherchait des chiffres exacts, il n'y avait pas de chiffres de tous les personnels en tout type, même quand on parlait tout à l'heure avec Sabine, même de employés d'hôpitaux au ménage, par exemple, mais qui étaient aussi
aussi suspendues. Il n'y avait pas de chiffre de ces personnes qui avaient refusé. Et les médias disaient « Ah non, mais il y en a une petite poignée, il y en a 250 par-ci par-là ». Donc c'est intéressant là d'entendre « Ah non, eux, à Pôle emploi, il y a eu une vague ». Oui, tout à fait, oui. Et en plus, j'étais dans un petit coin de la France. Donc, du coup, je pense qu'eux, vraiment, ils ont des données, sachant que pas tout le monde s'est inscrit. Nous, on a encouragé, en fait, les personnes qu'on a soutenues à s'inscrire parce qu'on ne savait pas, en fait, même s'ils ne touchaient pas d'argent, au niveau des trimestres, pour les cotisations retraite, il fallait au moins qu'ils soient inscrits quelque part parce qu'on se disait, peut-être ça va durer plus que 3 mois, ça va peut-être durer 6 mois, qu'au moins ce ne soit pas perdu parce que c'est des mois sans salaire. Et en réalité, ça a duré 20 mois. Donc, 20 mois par rapport à la retraite, franchement, je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé pour maintenant ceux qui sont retraités et qui ont été suspendus. Oui, tu prends 1 an et demi de travail de rien. Sans retraite. C'est très intéressant. Hein. C'est Cécile, du coup. Alors, quelle est votre histoire? Comment est-ce que... Mon histoire, c'est comme pour beaucoup de suspendus. Hein. Nous, la loi du 12 juillet est arrivée. Personnellement, je m'y attendais, vu les effets d'annonce, vu ce qu'on avait eu depuis quasiment 1 an et demi. On va surtout pas le faire, mais on le fait quand même. Tout ce qui était on va pas le faire, c'était fait. Oui, il y avait des promesses avant qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire, qu'il n'y aurait pas de tout ça, et puis finalement, sur lesquelles ils revenaient. Donc, ça a été un coup de massue, c'est clair, parce que là, on s'est dit, là, c'est pour de vrai. Enfin, pour nous, hein, nous, on arrivait devant une falaise, et puis, je fais quoi? Je saute vers l'inconnu ou je me plie. Et pour moi, impossible de me plier, quoi. C'était ancré en moi, je ne pouvais pas m'injecter quelque chose dont j'avais pas confiance. C'est le minimum, savoir ce qu'on nous met dans le corps, être encore maître de son corps. Enfin, c'est nous, c'est quelque chose de primordial. Donc, pour moi, la réflexion a été faite. La chance que j'ai eue, c'est que ma famille m'a soutenue, mon mari m'a soutenue. Chose que certains n'ont pas eu. Donc déjà, j'avais pas cette pression-là. Je suis mariée avec une fille, donc la deuxième question, c'est financier. Mon mari n'a pas un gros salaire, donc ça subvenait juste aux charges familiales. Et derrière, je me suis dit, tant pis, suspendu, c'est bien. Il va falloir que je trouve du travail si mon employeur l'autorise. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que quand on est suspendu, on est salarié sans salaire. Et qui dit salarié dit ne pas avoir... on a un travail. Tu es toujours affilié à ton ancienne entreprise. J'étais pompier sans salaire. C'est ça. Ouais. Donc, et dans les hôpitaux, les gens n'avaient pas le droit... C'est pareil à la caserne, les gens, en passant à l'hôpital, je sais que les gens n'avaient pas le droit d'aller chercher du travail à côté. Il faut l'autorisation. Il fallait l'autorisation. Et ils ne donnaient pas l'autorisation. Ça dépendait. J'ai eu de la chance. Donc toi, là-dessus, ma suspension a été... humaine, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où mon employeur m'a autorisé à trouver du travail en me donnant des réponses très rapides à chaque fois. Ça, c'est une chance que beaucoup n'ont pas eue. Donc, charge à moi derrière de trouver des petits boulots, de faire de l'intérim et pour subvenir aux besoins alimentaires. Moi, je travaillais pour un reportage, ça s'était pas fait finalement parce que les pompiers n'avaient pas voulu aller jusqu'au bout et témoigner dans l'article. Mais sur le moment, ils me disaient, je leur demandais pourquoi vous ne vous étiez pas fait vacciner à l'époque. Ils me disaient, mais moi, Romain, on voyait sur le terrain, on a vu les gens avec les premières avec les premières campagnes de vaccination, on voyait surtout des personnes âgées qui faisaient énormément de malaise et des malaises qu'on ne voyait pas avant. Beaucoup plus de malaises, donc dès mars 2021 ou février 2021. Oui, c'était su en fait. C'était su. Ouais. C'était même pas forcément caché. En réalité, c'est plutôt les médias qui n'en ont pas parlé. Ah, la vache. Et aussi le corps médical, il faut le dire. Mais les médias traditionnels, hein, je me bats toujours pour qu'on dise, parce qu'il y a des journalistes sur le terrain, il n'y a pas que Nexus, il n'y a pas que François, il y a le Média en 442, TV Liberté, il y en a plein qui ont couvert... Mais c'est dans cette période que j'ai découvert les médias indépendants, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais Florie, voyons, tout est indépendant. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, non. Effectivement, on ne me pose pas du tout les questions de la même façon. Il n'y a pas la même bienveillance. Il n'y a pas la même écoute.
Il y avait une suspicion dans les médias des milliardaires, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Nexus, c'est un média qui est fait par les gens qui donnent et qui achètent le magazine. Là, c'est des médias de milliardaires comme Europe 1 ou tout ce que vous voulez. Là, il y a une forme de malveillance quand on vous parle. Oui. Suspicion, Oui, on nous parle avec défiance, avec condescendance. Moi, il y a un gars, à la fin de l'interview, je lui dis écoutez, moi, si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas par défiance. Franchement, je suis allée voir les effets secondaires, il y en a. Mais comme tout médicament, c'est tout. C'est pas grave. Faut juste expliquer aux gens qu'il y en a. Faut être honnête. Et en fait, il a changé de ton. C'est comme s'il se disait mais en fait, elle déconne pas. C'est pour de vrai. Oui, c'est pour de vrai. C'est pas la peine de monter sur ses grands chevaux. Et j'ai eu des propositions d'interview que j'ai refusées en disant vous n'avez pas montré de bienveillance aux soignants. Je me suis dit, j'ai tendu une perche. Ils vont me dire, mais si, vous n'avez pas entendu. Non, j'ai pas une réponse. Donc, effectivement, c'était pour me causer du tort, en fait, pour écouter mes paroles et puis mal les retranscrire, comme ça s'est beaucoup fait. Et ça, c'est abominable parce que faut bien comprendre, c'est très intéressant ce que vous expliquez, ce que tu expliques, Florie, parce que moi qui suis du coup de l'autre côté de la barrière, je vois à quel point des gens qui n'ont jamais eu une caméra ou à qui on n'a jamais ouvert un micro, à qui on n'a jamais ouvert une caméra pour donner la parole, il y a beaucoup de personnes qui se sentent non légitimes à parler. Et moi, mon métier, c'est à 50% essentiellement de donner confiance aux personnes, de pouvoir allez-y, vous pouvez parler, votre expérience est extrêmement intéressante. Parce que il y a énormément de gens qui ont confiance pour parler, mais qui ne sont pas intéressants du tout. C'est eux, ils prennent la parole directement. Mais les gens qui ont vécu comme vous des expériences sur le terrain, de ce que vous vivez, et en fait, les gens qui sont invisibilisés par les médias des milliardaires, mais depuis un siècle, depuis le début des médias en France, ces gens-là se sentent non légitimes à avoir la parole, et donc là c'est encore plus vicieux, parce que là vous dites que ces gens-là, au moment où ils peuvent vous donner la parole, vous mettent, non seulement ne vous donnent pas confiance, mais essaient de vous casser et sont suspicieux et malveillants. C'est la première fois que j'entends ça, et c'est extrêmement intéressant. Oui, et d'ailleurs quand j'ai présenté ce livre à la médiathèque près de chez moi... Parce que vous intervenez toutes les deux aussi dans ce livre d'Oujuy. Alors on témoigne toutes les deux, voilà. Ouais. Vous témoignez dedans. On raconte, comment on a appris je recommence. Dans le livre 12 juillet, on raconte qu'est-ce qui nous est arrivé le 12 juillet, suite à l'annonce d'Emmanuel Macron, et comment les premiers mois sont passés pour nous, en fait. Donc on raconte ça. Et en fait, je l'ai proposé ce livre à la médiathèque près de chez moi, et en fait, la dame dit mais pourquoi vous avez fait ce livre, tout ça. Donc je lui donne mon témoignage vite fait. Et en fait, elle était très choquée. Elle me dit, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me parler avec autant de calme de ça, que j'entends un suspendu me parler comme ça, avec des arguments valables. Et moi, je lui dis, mais c'est pour ça qu'en fait, on l'a fait aussi, parce que nous, on a vraiment été invisibilisés par les médias. Et en fait, on a des choses à dire. Moi, par exemple, si j'ai pas fait le vaccin, une des raisons, c'est parce que j'avais les anticorps du Covid. Et le vaccin, on le fait parce qu'on veut obtenir les anticorps. Je les avais. Donc, c'est une raison toute simple. Enfin, il n'y a pas d'histoire... Voilà, mon argument est tout à fait entendable. Et voilà, cette dame, elle tombait des nues en quelque sorte des mois après. Enfin là, il s'est passé quand même... Parce qu'on rappelle que on en parlait tout à l'heure avec Sabine, les gens n'arrivaient même plus à échanger sur ces sujets-là, aller vraiment à l'extrême, et il y a eu des familles de brisées, des amis qui ne se parlaient plus. C'est vrai que c'était, pour le lien social, c'était une période horrible, alors que les gens avaient... Mais on comprend quand on entend aussi vos témoignages, d'à quel point on a mis des gens dans des situations extrêmes, parce qu'au-delà des soignants suspendus, il y avait aussi le pass sanitaire en même temps, où les gens ne pouvaient même plus sortir de chez eux après le confinement. Enfin, ça a été une période effectivement d'effervescence sociale et politique abominable. Oui, et on n'a pas eu de soutien. Après, je laisserai la parole quand même. On n'a pas eu de soutien. On a le temps. Également de nos corporations, en fait. On était assez rapidement seuls.
Et il y en a certains d'entre nous qui se sont tournés vers les syndicats, justement, puisque les syndicats sont là quand il y a des injustices. Là, c'était clairement une injustice, c'était même inédit. On interdit à des gens de travailler et on ne les paye pas et on ne leur donne pas un salaire. Et on ne les paye pas et on ne leur dit pas combien de temps ça va durer. Ah oui. Une suspension, avant, ça durait 4 mois maximum. On touchait notre salaire. Et c'était pour une cause, une faute professionnelle grave. Là, il n'y avait pas du tout de faute. Et c'était une durée indéterminée. Enfin, c'était une punition inédite. Si on nous avait respectés dans nos choix, qui sont tout à fait entendables et même médicaux, on aurait fait, je ne sais pas, un licenciement, une rupture conventionnelle, voilà. Et donc, plusieurs d'entre nous ont été voir les syndicats, puisque c'est ces personnes-là qui montent au créneau en disant « Attendez, il y a les respects des droits qui sont pas... les droits humains ne sont pas respectés. Le code de Nuremberg, où on doit obtenir le consentement libre et éclairé des gens. Enfin, voilà, quelque chose ne va pas. » Et en fait, les syndicats sont restés muets. Complètement muets. C'était impressionnant, en fait. Parce que là, c'était comme la population générale. Je pense que c'était trop fort ce qui arrivait en face. La vague était trop forte. Et du coup, les gens ne savaient pas comment réagir. Enfin, je ne vais pas leur chercher des excuses, mais là, vraiment, il n'y avait aucune réponse. Aucun syndicat, sauf celui qui a été créé à ce moment-là. Voire même des moqueries. Oh, c'est bon, vous parlez encore de ça. Non, mais il faut faire chacun son taf, en fait. Et c'est pour ça que le syndicat Liberté Santé s'est créé. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, on était seuls, quoi. Cécile, comment ça va, la réintégration? La réintégration, ça va, maintenant. Faut savoir que j'ai été suspendue 2 fois. Suspendue 2 fois. Ouais. D'accord. Parce que lorsque on attrape le Covid, on a le droit à un certificat. Oui, on en parlait tout à l'heure. Il y en avait qui justement rêvaient. Moi, j'ai vu des médecins dire je rêve d'attraper le Omicron qui à l'époque ne faisait aucune mortalité et pouvait permettre aux médecins de retourner au travail. Moi, c'est pas que j'en rêvais, je savais même pas en fait si j'avais pas envie de reprendre. Enfin, c'est un flou artistique total. Parce que quand on est suspendu, le motif c'est de protéger la population. Donc pour un pompier, c'est quand même assez, j'ai envie de dire, ironique. Je crois que c'est ce qui m'a le plus tué, en fait, parce que le motif. On culpabilisait, c'est-à-dire l'État et les autorités sanitaires culpabilisaient les médecins, les soignants comme vous. Bah oui, moi mon boulot, c'est quand même protéger, mais au risque de notre vie. Bon, après c'est pas tous les jours non plus qu'on prend des risques aussi grands, mais de par ma profession, c'est tout le temps l'analyse. J'ai très peu de temps pour réfléchir, je dois faire l'analyse bénéfice-risque. Très très vite, et là on me dit non, en fait faut pas que tu réfléchisses, faut que tu y ailles, et si tu y vas pas, on te retire ton métier, ton salaire. Vous aviez vu comme les pompiers que j'avais eu à l'époque en contact, vous aviez été au contact de personnes qui faisaient des malaises? Non, j'en ai pas eu. Moi, honnêtement, j'ai pas franchement été au contact de beaucoup de situations. Après, des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc, moi, je fais les faits et seulement les faits. Moi, je pose la question, mais il n'y a pas besoin Oui, bien sûr. Mais bon, là, de toute façon, suspension parce que on protège la population. On veut protéger la population. Ouais, ok. On tombe malade. Alors moi, je l'ai su par hasard. Tout simplement, une personne de ma famille m'a dit on était ensemble ce week-end, je l'ai fait le test. J'ai fait le test, je l'avais. Donc j'ai eu le droit au fameux sésame de reprendre 4 mois. Alors là, on est en quelle date? Parce qu'entre-temps, ils avaient changé. Pendant un moment, on pouvait retravailler pendant 3 mois. Et ensuite, je crois qu'ils ont changé. Au début. C'est 6 mois et ils ont descendu à 3 mois, c'est ça? Donc là, ça devait être 1 an. 7 mois après. J'ai fait 7 mois de suspension, j'ai repris 4 mois. Ouais, d'accord. Donc du
du jour au lendemain, on dit bah voilà, je suis malade, j'ai fini enfin, je suis malade. Les symptômes, pour moi, en tout cas, ça a été. C'était juste une grippe à ce moment-là. Une petite grippe. Moi, je l'ai eu, c'était vraiment, j'ai rien eu. J'avais même un petit peu peur parce qu'ils faisaient un tel travail. Et le Omicron, je pense que c'était le Omicron que j'avais eu. Il y avait, pour le coup, je crois que j'ai quasiment pas eu de symptômes, quoi. T'as mal au nez comme une grippe pendant une journée, quoi. Heureusement qu'on m'a dit que j'étais potentiellement malade, quoi. Et j'étais, à l'époque, j'avais 29 ou je sais pas quel âge. Là, je rentre aussi en ligne de compte dans ces maladies. Hein. Ouais. Donc, on nous dit, vous avez je sais plus, c'était 7 jours, je crois, de période de maladie. Et là, cette fois-ci, je suis payée en tant que maladie. Parce que j'étais malade. Mais malade du Covid. Seulement du Covid. Et puis, tu peux rebosser 4 mois. Donc, tu débarques, tu signes rien. On a su te faire signer un arrêté, mais pour te dire que Hayet était suspendu, mais pas pour reprendre. Du moins, je l'ai signé que 15 jours, 3 semaines après. Et on connaît déjà sa date de départ. Donc ça, c'est violent. Tu es réintégré, mais on connaît déjà quand tu vas nous requitter. 4 mois au jour près. Tu peux travailler jusqu'au 3 mai, quoi. Ouais, c'est ça. C'est abominable. Ah non, mais c'est juste horrible. La charge mentale, on n'en parle pas assez, parce qu'on parle de maladie mentale, tout ça, ou pas, peut-être trop fort, je ne sais pas quel est le terme, mais on ne parle jamais de la charge mentale pour les citoyens en général. Et là, ce que vous avez vécu à l'époque, ces inconnus, vous viviez dans l'inconnu, ça rajoute du stress permanent. C'est horrible. C'est qu'on ne peut jamais se projeter, en fait. Ah oui. On est toujours à vivre au jour le jour. Là, je savais que j'avais 4 mois, donc mon objectif, c'était de travailler en non-stop pour avoir le maximum de salaire, pour pouvoir mettre au bout mes congés et perdre le moins possible financièrement. Parce qu'après, je ne savais pas pour combien de temps je repartais de suspension. Et c'est ça. On ne savait pas si l'obligation allait se terminer. Non. Et puis on se rend compte que les collègues nous inventent entre guillemets des vies parce que je pense que les choses sont tellement violentes qu'ils ne veulent pas croire que c'est vrai. C'est-à-dire ils disent Cécile, elle n'avait pas vraiment envie de travailler. Elle a pris une dispo. Ou alors par rapport à nos activités annexes, elle s'est reconvertie dans tel ou tel secteur. C'est des rumeurs, quoi. Mais je pense que ça fait peut-être du bien aux gens aussi de ne pas avoir autant de violence. Et de nier. De nier, ou de se dire que c'est pas si mal, si moche que ça, ce qui arrive aux gens. C'est intéressant ce que dit Eric Emmanuel Schmitt dans sa trilogie de livres sur... c'est un roman, et il explique le déni est en fait une capacité du cerveau à se protéger pour justement ne pas... que la vérité ne nous broie pas. Donc c'est pas étonnant parce que c'est violent. Parce que la violence, on l'a subie, nous, en première ligne, mais en fait, les gens derrière aussi. Donc même les collègues qui n'étaient pas forcément de notre avis, tout ça, pour eux aussi, ça a été très violent. D'un coup, on disparaît. Disparaît. Donc c'est vrai que le déni, c'était une manière pour eux de se protéger et... eux, et puis aussi notre entourage. Parce que ces gens-là ont perdu des collègues qui voyaient que les collègues de Cécile, tout d'un coup, on ne voit plus Cécile, quoi. C'est presque comme... Voilà, c'est une disparition. Oui, c'est une disparition. Okay. Pardon, on t'a coupé ? Non. C'est très intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est une période qui est pas évidente à vivre. On vit dans un monde parallèle, en fait. On a l'impression d'être dans une cage en verre, de voir le monde défiler, et puis nous, on est à part. On nous prend quand on a besoin, on nous rejette quand on a besoin, donc c'est assez c'était assez ahurissant de cette période. Et là, le retour à l'emploi, comment est-ce qu'il se passe ? Est-ce que bienveillance des collègues comment ça s'est passé ? C'est simple, j'ai eu mon DRH le vendredi soir, mais je sais pas, 18h, 18h30, pour dire la loi est suspendue, pas abrogée, suspendue. Vrai. C'est qu'ils peuvent la réactiver quand ils veulent. Au fait, j'en profite pour rappeler, parce que je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission, il y a une plainte en cours pour essayer, donc qui est portée par Maître David Guyon, pour essayer de faire récupérer de l'argent à tous les soignants suspendus. Alors effectivement, je ne sais pas, moi, si on m'a dit que ça peut coûter de l'argent, c'est une plainte juridique, c'est un recours juridique, donc il faut s'inscrire auprès de Maître David Guyon avant le 1er janvier 2025.
Normalement, cette vidéo paraît avant cette date, là, au moment où on tourne, on est avant Noël, là, quand on tourne. Et vous pouvez acheter ce livre pour Noël. N'oubliez pas, pardon. J'ai perdu le fil. Eh ben oui, non, désolé, on parlait de la réintégration. Vous faisiez un message à votre supérieur pour lui dire que c'était suspendu. C'est mon DRH qui du coup m'a dit, bah voilà, la loi vous permet, enfin la suspension de la loi vous permet de reprendre le travail dès lundi. C'est lui qui vous apprend la loi à ce moment-là? Ouais. Nous, on avait déjà eu des échos depuis quelques semaines déjà, voilà, okay. Mais eux, tant que la loi n'est pas, enfin que la suspension n'est pas apparue, en gros, ils ne peuvent rien faire et ils n'en parlent pas, quoi. Okay. Donc là, nous, on a tous des vies, entre guillemets, une vie parallèle. Puisque, vous aviez repris un travail ou je faisais de l'intérim. De l'intérim aussi, hein. Il y en a beaucoup qui sont repartis dans l'intérim, du coup. L'intérim, et en parallèle, j'ai refait un bac pro. Financé par mon employeur là-dessus. Mes 4 mois m'ont permis de pouvoir jouer là-dessus. Ça permet de l'intérim, c'est suffisant d'une certaine manière, je ne sais pas quel est le bon terme financièrement. Mais non, parce que c'est des missions très ponctuelles. On peut travailler 3 jours par semaine ou 2, enfin... Moi, dans l'agro, ça va. Dans l'agroalimentaire, ils sont plutôt en demande et ils sont. D'accord. Ils se moquent du statut. Enfin, pour ma part, ouais. Alors l'agroalimentaire, donc ça veut dire que ça dépend aussi de l'intérim selon les régions. Ouais. Y a pas bien sûr. Ah oui. Oui, voilà. Ok. La chance que j'avais, c'est que j'étais pas loin d'une grosse usine. Ouais. Et voilà, où est-ce que vous habitez? Voilà, ok. Si vous êtes en campagne, c'est intéressant. Loin, Mais sinon, Florie, tu commences à dire que potentiellement, il y a des difficultés avec l'intérim à faire des semaines remplies, on va dire. Oui. Voilà, ok. Oui, voilà, parce qu'on est remplaçant, donc forcément, il y a des... Et puis, on sait au jour le jour quand est-ce qu'on va travailler, on peut se projeter nulle part. Ça rajoute encore une charge mentale. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, donc... Oui. Ah oui, c'est très lourd. Une copine me disait, c'est un travail de chercher du travail. Bah, effectivement. Ah oui. Alors, en fait, on travaillait pour chercher du travail, et en parallèle, on ne sait pas si on va être réintégré... En même temps, on écrit aux sénateurs, aux députés, pour lutter. Enfin, on est de tous les fronts, en fait. Moi, je me suis dit, on doit croire que je fais rien. Mais j'ai jamais autant fait qu'à cette période-là. Oui. Et on en revient aux gens qui font du déni là-dessus. C'est parce que tu veux pas imaginer ça non plus, quoi. C'est bien sûr. Il faut le vivre, je pense, pour le comprendre. Et puis comprendre aussi que chercher du travail, c'est bien. Puis là, c'est ce que tu disais. Il faut que l'employeur, entre guillemets, même pour de l'intérim, soit à côté. Quand on n'a pas d'argent, il faut pouvoir se déplacer. Ah oui. Et c'est aussi... donc, on est tout le temps obligé de se dire, je peux postuler à tel poste, mais financièrement, j'ai tant pour manger, je en sacrifie combien pour pouvoir aller travailler, pour gagner combien. Enfin, le cerveau, il est jamais en repos. Jamais. Et je pense que tant qu'on n'y est pas passé, c'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. Et sur l'intérim, ce que tu disais tout à l'heure, Florie, si j'ai bien compris, c'est là, à ce moment-là, ils peuvent faire aussi de la discrimination. Est-ce que on ne sait pas exactement s'ils font passer d'autres personnes avant des soignants suspendus dans ce cas-là, on va dire. Franchement, moi, c'est ce que je me suis dit. Au bout d'un moment, je me suis dit... J'ai tellement pas de travail. C'est mon CV, c'est marqué infirmière et on me demande pourquoi je postule à l'usine à jambon, en fait. On me le demande. Alors forcément, je suis obligée de dire j'ai refusé le vaccin, donc je cherche du travail. Ouais. Donc forcément, on sait que... je pense que ça a fait peur. Est-ce que vous entendez parmi tous les collectifs, ou là où vous êtes aussi avec Jean-Louis dans le collectif Les Essentiels, est-ce que vous entendez d'autres témoignages de personnes qui ont des difficultés de réinsertion ou lors de la réintégration, de harcèlement avec leur entourage? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Oui, ça a été compliqué pour... Florie? Ça a été compliqué, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'histoires différentes, mais le plus compliqué, je pense, a été ces méchancetés, en fait, cette méchanceté des supérieurs, c'est-à-dire les cadres et les directeurs qui... un peu comme les boîtes d'intérim, eux par contre c'était clair, ils ont vraiment comment dire les suspendus, c'était vraiment des personnel non grata. Non grata, ouais. Voilà.
Donc il y a des personnes qui sont revenues dans leur établissement, mais pas dans le service où elles exerçaient depuis 20 ans et où elles avaient une place, des compétences, voilà. Des habitudes de vie. Voilà. On en revient sur la charge mentale. On en revient sur aussi les horaires de travail. C'est pas des horaires de bureau en fait qu'on a. On commence, on fait soit tout le matin jusqu'à 14h ou alors l'après-midi jusqu'à 21h ou la nuit. Et donc la vie familiale s'organise autour de ça. Ouais. Et notamment, il y a le témoignage dans le livre d'un couple qui travaillait en horaire décalé, le matin, le soir. Ouais. Et comme ça, ils pouvaient s'occuper l'un après l'autre des 4 enfants. D'accord, ouais. Quand ils ont été suspendus tous les deux, et d'un coup, il fallait réorganiser la vie familiale, qu'ils retrouvent un travail, mais c'est impossible de retrouver un travail avec cette même bonne organisation qui roule. Oui. Donc, il n'y en a plus qu'un qui s'est détaché pour travailler à l'extérieur. Il a travaillé dans le BTP et c'était drôle parce qu'il a travaillé à l'hôpital où il exerçait avant. Donc lui pouvait rentrer en tant qu'employé BTP, mais pas en tant qu'infirmier. Voilà. La maman était obligée de rester à la maison pour les enfants, parce qu'en plus ils habitent en campagne. Donc voilà, il y a aussi tout ça à prendre en compte. On n'est pas tous en ville avec une voiture, avec une nounou à côté. Non, il y a aussi toute cette charge. Voilà. Et eux, ils ont dépendu du soutien des gens, parce qu'en fait, la population a été, ça n'a pas été dit, mais a été beaucoup émue en fait par nos situations. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu soutenir financièrement ces personnels qui étaient en suspens, quoi. On ne savait pas vraiment à quelle sauce on allait être mangé, combien de temps ça allait durer, voilà. Et leur réintégration à ces 2 personnes a été assez dramatique parce que ils ont été catapultés dans des services qu'ils ne connaissaient pas et avec des horaires qui ne coïncidaient pas avec leur vie familiale. Donc du jour au lendemain, celui qui a été dans les BTP a dit je peux plus travailler avec vous puisque je suis quand même toujours sous contrat là-bas, et là, comme j'ai été obligée de partir, je suis obligée de revenir en fait. Donc ils n'ont pas tenu très longtemps. En fait, ils ont demandé une disponibilité. Et ils ont quitté ce monde hospitalier. Et maintenant, ils sont dans le libéral. Mais parce que jusqu'au bout, marqué à la vie. C'est des personnes qui peuvent être dégoûtées. Voilà, en fait. Et c'était vraiment au niveau des cadres et de la direction. Ouais. Les collègues, en fait, ils étaient très contents d'avoir des personnes du renfort, en fait, des soignants pour compléter leurs effectifs réduits, comme ça a toujours été réduit, en fait, là. Là, vraiment, on a saigné à blanc. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont dû quitter. Et là, on parle des suspendus, donc ceux qui étaient sous contrat. On parle des libéraux. Mais il y a aussi plein de gens qui ont démissionné juste avant. Donc là, ils ont complètement disparu des radars. Il y a tous ceux qui étaient en disponibilité qui ne sont pas revenus, du coup. Il y a tous les étudiants aussi. Les étudiants, là, on a perdu vraiment une masse, en fait, de personnel soignant qui a des compétences et qui auraient été dévoués pour ce métier et qui ne le feront jamais, qui ont dit non. Donc des étudiants qui étaient encore en médecine et qui... Des étudiants, même... Alors, il y a des étudiants qui, en médecine, soit infirmiers, aides-soignantes, voilà, où ça a touché beaucoup de populations. Donc, et qui ont refusé en fait, ils ont été très choqués. Donc, soit ils ont dû arrêter leurs études et reprendre plus tard, avec, on sait ce que ça fait, en fait, de s'arrêter 1 an et demi. Complètement, oui. Quand on est jeune, c'est compliqué, parce que souvent, en fait, ils partaient dans une totale autre direction. Ouais. Ou surtout alors ceux qui se 12 ans d'études, ceux qui se sentaient de faire ces métiers-là et qui ont dit non, là, c'est trop maltraitant, on n'y va pas, on n'ira jamais. On n'ira jamais. Ça a vraiment, en fait, ça a changé quelque chose. C'est plus comme avant. Il y a beaucoup de gens, ça m'a surpris, qui ont dit moi, je veux plus jamais de CDI. Je veux plus de CDI. Je veux plus être lié. Ah ben c'était ce que disait Sabine. Exactement. Ouais. Parce que on est enchaînés. Et là, ils étaient coincés, en fait. Alors, et ils pouvaient pas dire bon, tant pis, je demande une démission. Non, parce qu'en fait, tout derrière, on a des années de travail. Ouais. Et ça veut dire qu'on recommence à zéro. Si la suspension ne dure que 3 mois, ça vaut pas le coup. Bon, allez, 4 mois, allez, on tient le coup. Voilà.
C'était assez pervers quand même, ce système de suspension sans donner de date de fin. C'est passionnant de parler de ça. On dirait un film, ce qu'on a vécu. On ne dirait pas que c'est quelque chose dans lequel on aurait pu être baigné. Cécile, est-ce qu'il y a un élément avant qu'on se dise au revoir qui est important pour toi à dire aux gens, quelque chose que j'ai pas en tête Ouais, il faut vraiment que la communication se fasse. Je pense que maintenant on a du recul, que les choses sont moins vives, donc on peut en parler. Parler des soignants suspendus maintenant. Parler de cette période, pas que des suspendus, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont allés à reculons et qui, eux, je pense c'est marqué à vie aussi. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas ancré en nous, devoir le faire pour des questions financières ou des questions de société aussi. Faut pouvoir. Il y a des gens, ils ont besoin du contact social. Il y en a qui ont fait pour aller voir leurs grands-parents en EHPAD. Il y en a il y a tellement de, j'ai envie de dire, il y a un panel tellement large. C'est toute la société qui est impactée. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est de remettre le dialogue au centre, de faire un état des lieux, sans chercher qui a raison, qui a tort. Il y a un moment, c'est stop. Il s'est passé ça, il faut en tirer des conclusions, il faut aller de l'avant, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, remettons le dialogue au centre. Et puis, que ce soit ce livre-là ou des tas de témoignages, ce qui est chouette à voir, même pour nous, c'est que chacun a un vécu différent. Chacun a vu les choses d'une manière différente. Chacun c'est un prisme, un ensemble qui est bon à prendre. J'ai découvert des choses en lisant le témoignage d'autres soignants, en discutant avec des gens, comme tu disais, des jardiniers ou autres, qui eux ont été impactés. On se dit mais c'est totalement ahurissant. Donc prenons le temps de s'écouter les uns les autres avant de juger, avant de mettre une étiquette. Et je pense que ce livre-là, c'est une porte ouverte justement au dialogue. C'est ce qui nous a manqué, même dans les réintégrations. C'était, oui, mais pendant qu'elle était en vacances, j'ai pas été en vacances, j'ai été suspendue sans salaire. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Tant qu'ils ne savent pas, ils peuvent que supposer. Donc, prenons le temps de nous écouter parce que eux, ils ont peut-être fait les choses à contre-cœur et puis ils ont bossé pendant que moi, j'avais la possibilité d'être suspendue. Tout le monde n'a pas eu cette possibilité-là. Donc, vraiment le dialogue et aller de l'avant et puis ne refaisons pas les erreurs et puis, gardons notre esprit critique et le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Et puis, voilà pourquoi, ça ne veut pas dire que c'est comme ça et pas autrement, quoi. Discutons. Et respecter la parole et la condition des uns et des autres, ne parlez pas trop vite, parce que parler de vacances quand il y a une telle charge mentale, même moi qui ai donné la parole à beaucoup de soignants suspendus, quand je vous entends, je prends toujours un peu plus conscience de la situation. Donc merci en tout cas d'être venus parler tous les quatre aujourd'hui. Allez voir le site de Jean-Louis, lesessentiels.org. C'est bien ça qui s'affiche à l'écran. Le livre est disponible de Créatura, 12 juillet, avec les témoignages de Florie et Cécile. N'hésitez pas du tout à l'offrir pour Noël. Ça peut servir de base aussi pour démarrer le dialogue. Et c'est ça qui est plus important aujourd'hui que des connaissances et des idées dans tous les sens. C'est vraiment de pouvoir trouver les moyens de parler aujourd'hui et de créer du dialogue. Donc merci encore à tout le monde. Jean-Louis, tu voulais dire un truc ? Je peux le dire comme ça là ? Oui, si tu veux. Enfin, je voulais rebondir sur deux trucs. Mais... Ah oui, d'accord, tu vas repasser. Bon, on va refaire une conclusion avec Jean-Louis qui va repasser de ce côté-là. Et on se dira au revoir à tous. Alors attendez, un petit coup de montage et Jean-Louis apparaît. Et boum, apparition de Jean-Louis. C'est vraiment magnifique le montage. Je voulais juste rebondir sur deux choses. Déformer tous tes propos à la caméra. Deux choses dont vous avez parlé avec Florie et Cécile. Ouais. Première question, tu posais la question du nombre de suspendus. C'est vrai qu'on l'a jamais su. Ce qui est clair, c'est qu'on nous le cache parce que forcément le gouvernement le sait mieux que personne. En revanche, il y a un truc qui est très significatif. C'est intéressant à dire, ça. Oui. C'est évident. Enfin, ils savent très bien combien ils ont d'employés dans la PHP. Ils savent aussi combien ils ont de gens qui sont en libéraux et tout ça. Enfin, bon, ils le savent. Peu importe.
il y a un truc qui peut nous donner un indice. Le syndicat Liberté Santé s'est créé à la suite des annonces du 12 juillet, à la suite de cette maltraitance. Et en temps normal, les gens se syndiquent, mais il y a combien de gens qui se syndiquent dans la population quand ils ont vraiment un problème? Allez, on va dire 10%. Oui, on n'est pas le pays le plus syndiqué. Bon, mais voilà, mettons même 5%. Il y a eu 10 000 inscriptions la première année. 10 000 inscriptions au syndicat Liberté Santé. Voilà. Mais est-ce que c'était que des soignants ou ça pouvait aussi être des journalistes non, on parle de gens impactés par la loi du 5 août. Là. C'est des gens impactés par la loi du 5 août, d'accord. Des gens qui ont... Oui, c'est du personnel soignant. Et là, on a 10 000 personnes 10 000, à peu près 10 000 adhérents. 10 000 adhérents jusqu'à maintenant ou dans Non, mais je parle de la première année, là. Tout de suite, quand le syndicat s'est créé. Ils ont eu 10 000 adhérents. 10 000 adhérents, si vous considérez qu'il y a une personne sur 5 ou une personne sur 10 qui va se syndiquer, le calcul, il est vite fait. Hein. On nous a parlé de 50 à 80 000 personnes touchées par la mesure. Je crois que c'est ça. Il faut aussi se dire que des gens qui ne se sont pas mis au syndicat, il y a aussi des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui sont partis à la retraite, des gens qui se sont mis en disponibilité. Ceux-là, ils n'ont pas forcément eu le recours, l'idée d'aller s'inscrire à un syndicat. Donc je pense que le chiffre de 50 000, il est certainement minimaliste. C'est un chiffre qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Mais je crois qu'on peut, sans être complotiste ou quoi que ce soit, à mon avis, c'est un bon indicateur. En tout cas, 10 000, c'est vraiment le chiffre minimum, puisque c'est le nombre de gens qui se sont inscrits. Et encore une fois, il faut se rappeler que tout le monde ne s'est pas inscrit. Ouais. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, qui est intéressant, c'est ce que disait Florie, qui parlait de ce couple d'infirmiers, dont le mari finalement a obligé de travailler, a travaillé dans le BTP, et il venait travailler dans le BTP à l'hôpital. Mais moi j'ai des témoignages, quand je dis moi c'est le collectif Les Essentiels, on a des témoignages de toutes sortes de personnel, des trucs absurdes, des contrôleurs de gestion, des gens qui ne voient jamais Mais on a des témoignages de maçons. Un maçon interdit, suspendu, pourquoi? Parce qu'il a une feuille de paye à PHP. Donc d'un côté vous avez le maçon qui lui est suspendu parce qu'il a sa feuille de paye à PHP, il ne voit jamais de patient ni rien. Et puis de l'autre côté, on fait rentrer un infirmier parce qu'il vient dans une boîte d'intérim pour travailler dans le BTP, et lui, il a le droit de rentrer dans l'hôpital, alors que le maçon de l'hôpital est rentré. Et puis lui, en plus, double absurdité, lui en plus, il est pharmacien, il est infirmier. Okay. Donc comme infirmier, il ne peut pas y rentrer, mais comme travailleur du BTP, vous imaginez l'absurdité qu'on a traversée. Dernier point, on parlait du livre 12 juillet. On encourage évidemment tout le monde de l'acheter. Comme je disais, les droits d'auteur reviennent au syndicat Liberté Santé, qui continue à œuvrer comme nous pour à aider les suspendus. De préférence, vous pouvez l'acheter, le commander en librairie. Vous pouvez aussi le commander directement sur le site du syndicat Liberté Santé. Donc en le commandant sur le site, ça vous permet aussi de voir un peu ce que fait le syndicat et puis d'œuvrer à aider les suspendus. Et toi, tu aides aussi avec... vous aidez avec le collectif Les Essentiels. Oui, nous on aide. Alors vous pouvez aussi... Donc, je vous encourage aussi à aller voir le site Les Essentiels. Les Essentiels, c'est pas nous, ce sont justement tous ces suspendus. Et c'est eux qui vous parlent. Et vous avez là des tas de témoignages de gens de toutes professions, de toutes conditions. Toi, tu as créé la plateforme pour que justement les gens puissent aller dessus. Nous, on n'est rien du tout là-dedans. C'est leur plateforme, en fait. On a créé le site. Le site, il leur appartient finalement, puisque c'est leur témoignage, c'est leurs photos, c'est eux qui sont là. Et c'est eux qui vous parlent. Mais c'est magnifique parce que finalement, tu es un citoyen qui sort de tes compétences où à la base, tu étais photographe, tu vivais de ta passion. Et là, tu t'es dit, il faut créer cette plateforme pour que justement, on puisse donner de la visibilité à ces gens qui vivent des conditions, on l'a bien vu, atroces. Oui, parce que c'est vraiment une situation de sociétale, c'est une cause de citoyens ici. Ouais. Quand on parlait de réconciliation, je crois que c'est vraiment aujourd'hui le principal. Tout le monde a souffert de ça, tout le monde continue à en souffrir. Ouais. N'acceptons pas cette souffrance. Réunissons-nous en tant que citoyens, allons les uns vers les autres, comprenons ce qu'ils ont fait, écoutons-les. Et je crois que c'est le meilleur moyen d'aller vers une société sans doute plus équitable en tout cas. C'est magnifique. Merci Jean-Louis. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci à vous tous d'avoir partagé vos témoignages.
n'y a pas besoin de conclusion à ce qui s'est dit. On soutenait aussi Nexus. Hein. On a besoin de vous. Le dernier Nexus est en kiosque. Et voilà, soutenez surtout les silences suspendus. Entretenez la mémoire. Comme a dit Cécile, c'est aussi un moment de pouvoir parler avec moins d'émotion que 4 ans auparavant. Merci à tous. À bientôt sur Nexus.